je pense qu'il faut discuter. Donc, en tout cas, certainement pas de limite et de barrière. Voilà. Pour ça, donc, je vais donc partir du début. Donc, le début, c'est en 83, c'est la première conférence de consensus sur les indications de transplantation qui avait été lancée par Thomas Starzel. Pour ceux qui l'ont oublié, Thomas Starzel donc, est celui qui a fait la première greffe hépatique au monde en 1963. Et il était chef de clinique quand il a fait ça. Il a été viré de Denver quelques années plus tard pour manque de résultats de la greffe. Et finalement, il est allé à Pittsburgh, où il a été, après 20 ans de découragement, il avait d'ailleurs publié un article en 1980 qui s'appelait Decline in Survival of Liver Transplantation et qui traduisait le fait que les résultats ne décollaient pas. Et en fait, c'est l'année où ça a décollé. La cyclosporine est arrivée grâce à Roy Kalm et puis à ceux qui l'ont découvert. Et puis, c'est l'année où tout a décollé parce qu'il y avait d'autres choses. On ne va pas y revenir. En tout cas, vous voyez que dans cette conférence de consensus, les Français n'étaient pas là. Et donc, on n'était pas là, bien qu'il y ait des greffes en France. Henri Bismuth avait déjà fait une vingtaine de transplantations, mais on n'était pas présent. Alors, juste puisqu'on est dans le souvenir, pour vous montrer cette photo de mon premier semestre d'internat en 1982. Et donc, vous voyez qu'au premier rang, donc Henri Bismuth, vous voyez ici Dominique Franco, Didier Houssin, qui est devenu plus tard le président, le directeur de l'établissement français des greffes, puis de l'ABM, et avec un rat dans la main. Et vous voyez Denis Castin, et puis 3 internes, René Adam, moi-même et Daniel Cherki. Voilà. Alors, on ne partait pas de rien, et Henri Bismuth, à l'époque, était un chirurgien hépatique reconnu, mais pas encore reconnu dans la transplantation. Il était aussi assez ami avec Starzel, comme vous pouvez le voir. Mais la chirurgie française, la chirurgie hépatique française était déjà d'un niveau très au-dessus de la moyenne mondiale. Alors, ceci était dû en partie au fait que l'anatomie du foie avait été d'abord fonctionnelle, décrite par Quinault, et c'est un des seuls ouvrages en français qui a eu un impact international à l'époque et qui en a toujours, c'est un livre qui a été publié dans les années 60. Et tout ceci, cette expertise de la chirurgie hépatique a débouché sur des premières. Et vous voyez cette première qui a été réalisée par Henri Bismuth avec Didier Houssin, qui est la réalisation d'un foie réduit d'adultes pour un enfant. Ça ne s'était jamais fait, personne n'avait jamais coupé le foie pour faire ça. Et cet enfant, d'ailleurs, qui a été greffé en 1981, a été retransplanté 4 ans plus tard, mais il est toujours vivant, et c'est actuellement le plus ancien transplanté de France. Il a maintenant plus de 40 ans. Donc c'était une vraie première mondiale, et surtout ça a ouvert la voie au split, puis à la transplantation don familial. Alors vous voyez ici aussi c'était quasiment une première, mais à 3 jours près, ce n'était pas une première, puisque Rudolf Pickelmeyer avait fait la même chose. Ici, la particularité, c'était 2 patients qui avaient une hépatite fulminante et qui ont été transplantés le même jour avec un foie partagé en 2. Donc c'était les débuts du split. Et puis, beaucoup de chirurgiens français ont été au devant de la transplantation hépatique dans le monde. Jacques Belghiti, avec ici une technique d'anastomose cave. Et puis Daniel Cherki, qui est ici avec ce papier sur la préservation de la veine cave. La réalisation, la première hépatectomie donneur vivant sous cellio, qui a été réalisée par Daniel Cherki et Olivier Soubrane, donc est publiée dans le Lancet en 2002, et maintenant un certain nombre de transplantations à don familial, le prélèvement chez le donneur est fait par célioscopie, notamment les foies gauches pour les enfants. Un autre point était la création du registre européen de transplantation en 1986. Alors vous ne le savez probablement pas pour la plupart. Ce registre a été créé par plusieurs chirurgiens qui sont listés ici. Henri Bismuth qui a mis l'impulsion, mais aussi, vous voyez, Jean-Baptiste Hoth, Bernard Ringe qui travaillait chez Pickelmeyer, Slouf qui travaillait à Groningen, Rolls qui travaillait à Royal Free.
Et donc, ils ont créé le registre européen de transplantation en 1986, avec cette première publication en 87 de à peu près 1200 cas. Comme vous le voyez, la survie au début était ici. Donc, vous voyez que déjà dans les années 80, ça avait significativement augmenté. Mais enfin, on était quand même dans les 60% de survie. Et ce registre européen, il existe toujours en décembre 2017, puisque maintenant, il y a 171 centres, 32 pays. C'est René Adam qui s'en occupe. Et vous voyez que la France, ici, dans le registre, il y a 26 900 greffes en fin décembre 2017. Donc, c'est un vrai succès avec de nombreuses publications à partir de ce registre. Et maintenant, une collaboration avec les agences régionales, et notamment les agences nationales, et notamment l'ABM. Autre point où la France a été, je dirais, sur le devant, et c'est la conférence de consensus de Paris en 1993. Je vous ai dit qu'en 1983, on était absent, mais en 1993, c'est Henri Wismuth qui a boosté, avec l'aide de l'AFEF, de l'association de la CHBT, qui a boosté et qui a réalisé cette conférence de consensus, qui était avec un jury français, mais qui était avec des experts internationaux et qui a été publiée dans les Pathologies en 1994. Nous avons également réalisé une conférence, je dirais, franco-française, avec Karim Boudjema, j'étais le secrétaire, et vous voyez la liste de tous ceux qui ont participé à cette conférence en 2005. On a réussi à publier les recommandations en 2006 dans Liver Transplantation, et il y avait certaines recommandations ont été reprises, et on va en parler tout à l'heure. Mais pour vous dire donc le dynamisme de la transplantation en France. Je voudrais à ce titre d'ailleurs dire que, comme l'a dit Jérôme, je commence à être un ancien, et il est vrai qu'une des forces de la transplantation hépatique en France a été la collaboration entre les équipes de transplantation. Bon, il y a de la compétition comme partout, compétition scientifique, mais il y a globalement une bonne entente entre les équipes, et les équipes ont su travailler ensemble, ont su apprendre les unes des autres. Il y avait des réunions, je me souviens, où on discutait de techniques, on discutait d'indications. Et donc, il y a ce groupe qui existe aujourd'hui, est le reflet de ce qui s'est passé au fil des années, et ce qui explique aussi beaucoup de résultats d'études multicentriques qui ont été un succès. Alors, quelques points parmi les avancées. Donc, c'est des travaux sur l'hépatite B qui ont été faits à partir des années 85. L'originalité de ces travaux, c'est pas seulement de décrire ce qui s'est passé, c'est aussi que pour la première fois, avec l'aide de Christian Bréchot, on a utilisé l'ADN du VHB comme marqueur de la replication virale. Dans les années 85, le marqueur de replication, c'était l'antigène HBE. Et donc, pour la première fois, on a utilisé l'ADN VHB, et donc on a montré que le risque de réinfection dépendait de la maladie initiale. Donc, on a séparé la cirrhose virale B de la cirrhose B delta et de l'hépatite fulminante B. Et on a montré l'impact de la replication virale en sachant qu'on avait de l'ADN VHB non PCR, c'est-à-dire que ce qu'on considéré comme positif était du 10 puissance 5, 10 puissance 6 maintenant. Et donc ça a été un élément important. Et l'immunoprophylaxie passive aussi a été à l'époque quelque chose de nouveau, puisque les patients se réinfectaient tous. L'idée, c'était surtout de faire une immunoprophylaxie passive à long terme. Et là-dessus, on a été différent des Allemands, parce qu'en effet, on s'est basé sur des éléments virologiques et sur le principe que le virus ne disparaîtrait jamais. Et donc, ça a été le point important. Et ça a débouché, ce travail, sur un travail multicentrique européen, où 17 centres européens, il y avait 3 centres français, ont montré qu'en faisant cette prophylaxie, premièrement, on diminuait la récidive et surtout, on améliorait la survie. Et ça a eu un impact, puisque aux États-Unis, comme vous le savez certainement, la greffe hépatique pour hépatite B ne se faisait plus à cause des mauvais résultats. Et ça a entraîné pas mal de travaux, comme vous pouvez le voir ici, sur, par exemple, le lien entre CHC et récidive. On a montré aussi les spécificités de l'infection delta. Le delta, pour les plus jeunes, je le dis, le delta, j'avais décrit que le delta était, on pouvait trouver du delta dans le foie des patients greffés, même sans présence de l'antigène HBS. C'est ce qui est montré sur cette figure. Et je ne suis jamais arrivé à passer ce papier qui a été bloqué par des amis internationaux probablement. Et donc, j'ai finalement réussi à le passer après en 1995. Mais en fait, je l'avais déjà envoyé 6 ans avant. Et j'ai mis 7 ans à ce qui passe. Et donc, pour vous dire qu'il ne faut jamais lâcher. Voilà. Alors, l'hépatite C en transplantation hépatique,
à l'époque, en 1990, on avait beaucoup d'hépatite C post-transfusionnelle. Et l'hépatite C paraissait pas un problème. Elle a été découverte en 1989, il ne faut pas l'oublier. Donc en 90, on n'avait pas d'informations sur la récidive du virus d'hépatite C. Ça vous paraît maintenant impossible à croire. Mais on a démontré, c'est Cyril Ferré qui a fait ce travail dans le laboratoire de Christian Bréchot, qui a montré que chez 2 patients, il a bien montré que le virus avant et après n'était pas un virus transmis par les transfusions, mais bien un virus du même patient. Et là, en séquençant le virus de ces 2 patients avant-après. Et au départ aussi, l'idée, c'était que l'hépatite C, ce n'était pas sévère et par rapport à l'hépatite B. Dans ce travail, on montre clairement que l'hépatite C chronique est beaucoup plus fréquente chez les patients qui sont infectés avant que les patients qui ont une hépatite C post-transfusionnelle. Et donc, on montre en fait l'impact de la récidive C. Alors ensuite, ça a décliné sur des traitements de l'hépatite C. Donc, vous voyez différents types de traitements qui sont ici des premières. L'interféron chez les patients transplantés. Vous voyez ici la première étude interféron non pégylé plus ribavirine par l'équipe de Christian Trépeau, qui a été publiée dans les pathologies en 1997. Et avec l'équipe de Christian Trépeau, on avait fait ce travail sur interféron plus ribavirine, une étude randomisée qui a été publiée dans Gastro, et c'est un travail de 2 équipes. Alors, clairement, l'hépatite C, je dois dire que les équipes françaises se sont vraiment illustrées dans cette décade, et on va le voir dans quelques secondes. Donc vous voyez ici, par exemple, cette revue d'Audrey qui montre la place que nous avons au niveau international. Comme vous le voyez, ça a décliné sur des essais et des traitements que vous voyez ici de sofosbuvir, daclatasvir, publié donc une étude multicentrique de la cohorte QPILT. D'autres études QPILT que vous voyez ici Vincent Leroy, qui montre que pour la première fois, les patients qui mouraient d'hépatite fibrosante cholestatique guérissaient avec les traitements en nouvelle génération, puisque vous voyez ce patient qui a un bilirubin à 120 au départ, 11 à l'arrivée. Et donc ça, c'est 23 patients de la cohorte QPILT. De même, chez les patients VIH-VHC, pour la première fois également dans cette étude multicentrique QPILT, on voit l'impact des nouveaux traitements sur la survie des patients, quand on sait que les patients VIH-VHC mouraient presque tous de récidive C. Alors vous voyez ici la force qu'a eu ce travail des équipes collaboratives des différentes équipes de transplantation. La cohorte QPILT ANRS en est vraiment un exemple. J'ai listé ici les travaux qui ont été faits, publiés. Je sais qu'il y en a d'autres en cours. J'en ai peut-être oublié, mais en tout cas, c'est pour vous montrer l'impact que ça a eu et l'impact que vous avez eu en vous réunissant pour réaliser ceci. Dans les autres avancées, je dois dire qu'on a été bien sur le fait de réintroduire la possibilité de transplanter des patients infectés par le VIH. Dans les années, jusqu'au début des années 2000, ils étaient considérés comme une contre-indication à la greffe. Et nous avons, avec l'aide de l'ANRS, fait ce travail qui a permis de greffer des patients VIH-VHC, VIH-VHB, et qui ont permis d'aboutir à montrer la sévérité de la récidive C. Vous voyez que l'hépatite fibrosante cholestatique est extrêmement fréquente, 20% avec tous les patients qui décèdent. Et donc, c'est clairement une avancée qui a été faite, une ouverture qui a été faite pour ces patients. Alors, la transplantation pour hépatite fulminante, le premier programme de transplantation hépatique, il y avait eu quelques cas dans les années 85 de transplantation pour hépatite fulminante, quelques cas éparses. Mais le premier programme de transplantation hépatique pour hépatite fulminante a été vraiment un travail commun entre Beaujon et Paul Brousse. Et vous voyez qu'il a abouti à cette publication. J'étais très jeune à cette époque, puisque j'étais chef de clinique. Et j'étais vraiment au cœur de cette aventure, et c'était quelque chose d'assez inoubliable. Et ça aboutit à ce papier, Emergency Liver Transplantation for Fulminant Hepatitis. Il y avait 17 cas. On a été les premiers à présenter cette série, et j'ai eu l'honneur de présenter cette série à l'EASL à Turin en 1987 devant Roger Williams, qui n'en croyait pas ses oreilles. Et c'était le début aussi de notre présence aussi sur ce, je dirais, au niveau international, avec la définition des critères de transplantation avec Jacques Bernuot, et les critères Clichy-Villejuif sont toujours appliqués.
Aussi, et ça c'est plus spécifique à la France, mais ça a été copié, c'est la mise en place de la liste de super-urgence qui n'existait pas. C'est-à-dire on a créé une liste de super-urgence uniquement pour les patients qui étaient avec hépatite fulminante. Et puis aussi la place de la transplantation en ABO incompatible. À cette époque, on s'est lancé dans la transplantation hépatique ABO incompatible. Et ça a permis de sauver des patients, mais par contre, c'était une grosse perte de greffons. Je voyais que ces critères sont toujours cités. Ils sont probablement moins populaires à l'international que les critères du King's College, mais ils sont utilisés toujours en France et ils sont très, très solides, même si on peut les améliorer. Et donc, vous voyez que, de nouveau, cette étude qui a été faite à partir de la base Cristal et dans lesquelles l'ensemble des équipes de transplantation hépatique de France se sont impliquées, a permis de définir de nouveaux facteurs prédictifs de survie avec ou sans transplantation, et notamment le rôle de la bilirubine, qui peut mériter ensuite de modifier le score. Alors, vous voyez ici que ça aboutit à de nombreux travaux sur les causes des hépatites, comme vous le voyez ici, sur les critères de transplantation, donc le travail de Beaujon sur les hépatites aux champignons, le travail de Philippe Ishaï, qui est multicentrique français, que je viens de vous citer. Et vous voyez de nouveau, ici, le coup de chaleur, 7 centres se sont mis ensemble pour colliger leur cas, et permettant cette publication sur la transplantation hépatique pour coup de chaleur dans J-Hépatol. On va voir ce qui se passe au Qatar avec nos amis sportifs qui courent à part plus 50. Voilà. Il faudrait qu'il y ait des hépatos qui soient là-bas, des réanimateurs, je pense. Bon. Alors, dans la transplantation pour hépatite fulminante aussi, Karim Boudjema, je crois, était le premier au monde à réaliser la transplantation auxiliaire orthotopique. C'est un papier qui est publié dans le Lancet en 1993. Et avec ce papier multicentrique également dans Hepatology, où 30 patients ont été étudiés pour voir le devenir du foie natif. Et donc, ça a été vraiment une première. Le travail multicentrique sur le Mars, qui a été négatif, mais c'est quand même une étude randomisée, très difficile à faire. Et 13 équipes, je crois, françaises avaient participé à cet essai Mars en attente de transplantation. Et de même, dans cet essai que nous avions fait avec l'ALF 5755, dérivé de la protéine HIP-PAP, chez les patients ayant une hépatite fulminante, de nombreux centres français avaient participé à cette étude. Donc, parmi les avancées, ce travail de Jean Guggenheim sur la transplantation en groupe sanguin ABO incompatible. À cette époque, par manque de greffons, on utilisait beaucoup, et par la gravité des patients qui avaient une hépatite fulminante, on a greffé. C'était avant que l'agence de biomédecine existe. On a greffé pas mal de patients qui avaient en groupe ABO incompatible. Et vous voyez, avec des survies un peu moins bonnes, mais correctes, mais des survies greffons épouvantables. Et surtout, on a décrit dans ce papier également le rejet en partie humorale observé chez les patients qui avaient transplanté en ABO incompatible. Alors, un point sur la transplantation pour cirrhose alcoolique, et on peut dire que c'est la bataille de France et des batailles des équipes françaises. Vous voyez sur ce papier de Neuberger en 98, c'est pas si vieux, ça fait quand même que 20 ans, mais c'est pour vous dire que voilà, un patient de 45 ans qui a une hépatite alcoolique, où il est, quand on sélectionne parmi les priorités de transplantation. Donc, vous voyez qu'il est presque au niveau des prisonniers. Hein, voilà. Les prisonniers, c'est 2%. Pour le public, 16% pour l'alcool. Et de façon assez intéressante, et c'est quelque chose que j'ai remarqué quand j'ai commencé l'hépato, c'est que les hépatogastro, eh bien, pour 33% d'entre eux, ce patient ne doit pas être greffé. Et donc, ce qui veut dire et que c'est vrai aussi pour la cirrhose alcoolique, ce qui veut dire à quel point l'alcool était déconsidéré, même parmi nos collègues. Et il y a eu un énorme changement qui a été fait sous l'impulsion notamment de plusieurs médecins français, Georges Pajot et Jean-Philippe Miguet, d'autres qui se sont vraiment impliqués là-dedans, et bien sûr Philippe Mathurin et son équipe. Mais vous voyez ici le premier papier de Thierry Poinard avec les équipes de Strasbourg, Michel Dofwell avec les équipes de Besançon. Les équipes de Béclair avaient montré que les patients qui bénéficiaient de la transplantation hépatique en termes de survie étaient ceux qui étaient de Scheidse. Et c'était le premier travail à montrer ça, et c'était en Lancet 94 pour la cirrhose alcoolique. Et quand on regarde les travaux donc, sur la cirrhose alcoolique, Georges Pajot a montré qu'il n'y avait pas de différence en termes de survie par rapport aux autres indications, pas plus d'infections, pas plus de rejets, pas plus de mauvaise compliance.
Et plusieurs, Jérôme Dumortier ici, Georges Pajot, ont montré aussi que la survie n'était pas impactée par la récidive si elle était peu sévère. Par contre, les rechuteurs lourds avaient des mauvaises survies. Par contre, ce qui ressortait, c'est les cancers de novo chez les patients transplantés pour cirrhose alcoolique. Élément qu'on retrouvait dans cette étude randomisée faite par l'équipe de Besançon, qui était une étude également multicentrique, où les patients avec cirrhose type B étaient randomisés. Et en termes de survie, ils ne bénéficiaient pas de la transplantation. Et ils avaient moins de cancer-free survival. Alors l'autre impact aussi des équipes françaises, c'est la fin de la règle des 6 mois d'abstinence. Ceci est apparu dans la conférence de consensus de 2005 à Lyon, qui a été publiée. Et je vous laisse lire ceci donc en anglais, que la règle des 6 mois devait être revue. Et ce qui compte, c'est déjà ce qu'on voit ensuite dans des papiers, c'est les désordres psychosociaux, comment est le patient, l'appréciation du patient, etc. Et donc ça, c'est un changement majeur. Et ça aboutit pas par hasard à ce papier, je dirais, fondamental de la transplantation hépatique pour hépatite alcoolique aiguë sévère, travail de nouveau multicentrique français et belge. C'est pas par hasard que ce papier arrive. Philippe Mathurin avait travaillé sur le pronostic des hépatites alcooliques sévères et ça a permis de créer les groupes contrôle parce que quand même faire un New England avec 26 patients, c'est assez rare. Et donc, mais quand on a des courbes de survie comme ça a aussi un impact. Et là, il n'y a pas besoin d'études randomisées pour comprendre en termes de survie ce qui se passe. Et donc ça, c'est vraiment un travail des équipes françaises et notamment de l'équipe de Lille. Un point sur le carcinome vasculaire et la transplantation hépatique. Donc je voudrais... Tout le monde parle des critères de Milan et c'est vrai que ces critères sont utilisés et publiés par Mazzaferro et c'est un très beau papier et c'est mérité. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même des alertes et donc en 1993, Henri Bismuth et Laurent Chiche avaient fait un très beau papier où ils avaient montré pour la première fois que les patients, les meilleurs candidats à la résection hépatique, ce qu'on pensait à l'époque, étaient en fait les meilleurs candidats à la transplantation. Ce qui était l'inverse du paradigme précédent où on transplantait que les gros cancers. Et ça a abouti, ça a décliné sur ce travail de Mazzaferro, et puis ensuite les critères publiés par d'autres, ici pas des équipes françaises. Mais vous savez que ce papier donc multicentrique publié par Christophe Duvou sur l'alpha-phétoprotéine a un impact majeur. Il s'appuie d'ailleurs sur un premier travail qui avait été fait par Eric Weber, qui avait ressorti l'alpha-phétoprotéine du placard, où l'avaient mis nos amis Jordi Bruix et Maurice Sherman, qui disaient qu'il ne fallait plus la faire. Et donc, ce travail est clairement fondamental, c'est une énorme cohorte qui a eu un impact mondial, avec au plan français la déclinaison du score AFP, que vous connaissez mieux que moi, mais surtout maintenant l'AFP est dans la plupart des scores sous des formes différentes à l'international. Alors les équipes aussi, les chirurgicales sont beaucoup impliquées, et là je m'excuse de ne pas avoir mis tout le monde, hein, mais vous voyez ici que par exemple la même année, l'équipe de Beaujon avec Jacques Belghetti a publié que c'était la même survie si on faisait une transplantation primaire ou secondaire pour CHE sur cirrhose. René Adam a publié le contraire, mais bon, on s'entend quand même. Et Daniel Cherki a donc également publié en 2009 la survie des patients qui étaient réséqués d'abord et puis ensuite possiblement transplantés. Alors, pour finir, je voudrais dire que j'ai oublié pas mal de choses et je m'en excuse. Sur l'immunosuppression, les équipes françaises et la nôtre, on avait participé à l'étude pivotale sur le tacrolimus qui avait été publiée dans le Lancet en 90. On avait mis 90 patients. Je n'ai jamais refait ça de ma vie. Dans une étude sur les Vérolimus, Fauzi Saliba et en multicentrique français, Yvon Calmus et Philomena Conti sur la triple immunosuppression, sur le CMV, Fauzi Saliba, Yvon Calmus, l'impact de l'URSO dans la CBP, Jérôme Dumortier en multicentrique également, la récidive des hépatites auto-immunes, Jean-Charles Duclos-Vallée, l'ACLF et la transplantation avec les travaux de Fauzi Saliba, de Florent Artru, l'équipe de Lille, Vincent Di Martino, Thierry Thévenot, sur la pathologie du greffon, notamment Mylène Sebag sur les maladies véno-occlusives et les critères de Banff, et nombreux autres travaux que je m'excuse par avance de ne pas avoir cités. Alors l'avenir, pour vous, plus que pour moi, c'est s'adapter aux modifications de l'épidémiologie, et on voit l'exemple du VHC qui est en train de disparaître en termes d'indication de cirrhose décompensée, il reste le CHC.
l'impact du CHC, l'impact de la NASH et le vieillissement de la population. Développer les études multicentriques françaises internationales, oui. On a été très fort sur les études multicentriques françaises. Il faut aussi s'ouvrir à l'international. C'est important pour vous, les jeunes, d'être PI et membres de projets européens. Et je vous encourage à vous faire mal pour essayer de créer de monter des projets. Il faut développer le transdisciplinaire, l'innovation en chirurgie, en imagerie, modélisation, l'intelligence artificielle, j'en passe. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas faire que de la recherche clinique pure. La recherche clinique, je suis un clinicien, j'en ai fait beaucoup, mais c'est aussi important de faire une recherche mécanistique, comprendre les mécanismes d'infection du virus hépatite B, comprendre le CHC, la physiopathologie du CHC, travailler sur le rejet, la tolérance et l'immunité. Il n'y a quasiment aucune équipe française qui est impliquée sur ça en France. Sur la pathologie du greffon, le vieillissement du greffon. Et puis, ça c'est vraiment important pour les plus jeunes, augmenter la représentativité internationale. Vous êtes trop peu membres d'associations telles que l'ESL, ça va encore. L'ILTS, je crois que vous êtes 5 dans toute la France. L'ESOT, l'ELITA, et l'ILCA pour le cancer du foie. Et ce n'est pas tout d'être membre, il faut avoir une représentativité active. Moi, je me suis beaucoup démené, mais d'autres aussi. Hein, j'ai été membre de l'ASL, du Scientific Board, j'ai été au Journal of Hepatology. Ça nécessite des efforts, ça nécessite d'y aller, ça nécessite de défendre ses idées. Il ne faut pas se contenter de publier, il faut aller aux communications orales internationales, il faut aller défendre son idée. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'imposer à l'international. Donc il faut être membre de groupes de travail, d'éditorial board, de council, à faire de la mobilité internationale pour les plus jeunes. Il y a le Vanguard Committee pour les plus jeunes de l'ILTS. Hein, j'étais président de l'ILTS et justement c'est un comité où les jeunes échangent des expériences. Je voudrais remercier Alors j'avais une diapo avant, je crois que j'ai oublié, mais bon. Juste pour dire quand même qu'en représentativité, Jacques Belghiti a été président de l'ILTS, je l'ai été aussi, Christophe Dudou a été président de l'ELITA, Éric Vibert est au bord de l'ILCA, donc on est présent, mais il faut, Emmanuel Rotou est au bord de l'ESL, mais il faut faire plus et mieux, et donc c'est important. Alors je voudrais remercier toute l'équipe du Centre Hépatobiliaire, Henri Bismuth bien sûr, hein, qui a été mon mentor au Centre Hépatobiliaire, Jean-Pierre Benamou à Beaujon, mais avec qui je suis resté lié très fort, toute l'équipe ici, et ceux qui ont été, ceux qui sont partis, qui sont restés présents, et peut-être, probablement j'en ai oublié encore, et je m'en excuse, mais vraiment je vous aime tous. Et puis c'est l'équipe du CHB donc, 2018, donc vous reconnaissez je pense certains d'entre eux, et vous voyez que j'ai pris du poids par rapport à la photo de 82, donc bon, c'est comme ça. Et puis aussi pour finir, pour dire que la recherche, c'est important, et la recherche clinique c'est bien, la recherche appliquée à la clinique c'est fantastique, et puis il faut aussi faire de la recherche fondamentale, et j'ai eu le plaisir de créer cette unité INSERM en 2005 avec Christian Bréchot, et c'était la première photo, et cette équipe a grossi depuis. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà.